Termino. On est live. Bon matin à tout le monde, conseillers et maires, pas conseillers, mais membres du comité. On va passer avec le roll call, mais avant le roll call, je tiens à remercier les gens qui sont au public, qui nous écoutent présentement sur la vidéoconférence. C'est encore nouveau pour nous autres. Ce sont des secousses différents puis difficiles. Donc, même par vidéoconférence, c'est difficile. Donc, anyway, on va passer de l'avant avec l'ouverture de la réunion. Roll call, on va nommer votre nom, puis faites juste dire que vous êtes présent, comme ça, ça va être enregistré. Monsieur Sarrazin? Présent. Monsieur Leroux? Présent. Madame Asselet? Présente. Monsieur Gorman? Présent, puis on a aussi là, avec nous Mme Paul Juillet, qui est DSI de la résidence, puis qui s'occupe de la prévention de l'infection aussi. Bonjour. Bonjour, Mme Juillet. On a aussi notre greffière, j'imagine, Mme Mélissa Cadieux. J'avais vu qu'elle était allumée tantôt, elle n'est pas là. OK. Et moi-même, Normand-Marie Opel, présent. C'est celui qui vous parle. On commence avec item numéro 2, mission et valeurs. Je ne sais pas qui veut la lire, ou bien je peux vous la lire. On va s'en aller tranquillement avec les ordinateurs qui sont... et voilà. Ah, ben tu l'avais déjà remarqué. La mission, la résidence de Prescott Russell est une maison spécialisée de soins de longue durée bilingue sous la direction des Comtés unis de Prescott Russell, qui offre une gamme de soins personnalisés axés sur les besoins de la communauté, et ce, dans un milieu de vie sain et sécuritaire. La résidence, la vision, la résidence Prescott Russell est reconnue comme modèle pour l'excellence de ses services dispensés par une équipe de professionnels et de partenaires qualifiés qui considèrent le bien-être et la sécurité des résidents comme le moteur de chacune de leurs décisions. Donc, on passe à notre prochain item. On s'en va à l'item numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Moi, je n'ai pas de changement. Monsieur Sarrazin. Non, je vais juste proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, à moins qu'il y ait des changements. Oui, moi, j'aurais juste un changement. C'est pour le huis clos 10.1 à ajouter à l'adoption de l'ordre du jour. C'est incident critique rapport au ministère des Soins de longue durée. Donc, proposé avec l'ajout. Secondé. Merci beaucoup. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. J'ai vu les mains levées. Merci beaucoup. Item numéro 5, sécurité et amélioration de la qualité. 5.1, rapport trimestriel sur la sécurité des résidents en date du mois de janvier aller au mois d'avril. Donc, on commence avec 5.1.1, indicateur admission et départ. Monsieur Gorman. Oui. On a eu de l'information, donc je m'en vais vous laisser passer à travers de chaque mois. Excusez. C'est beau, il n'y a pas de problème. Moi, comme je vous ai dit au premier comité, on reçoit les documents une semaine à l'avance, donc j'assume qu'on vérifie tout ce qui est pour le taux d'occupation et ainsi de suite. Donc, je me demandais si les membres du conseil avaient une question par rapport au taux d'occupation. Je sais que nos taux d'occupation ont quand même été affectés par le fait qu'au mois de janvier, on a eu 2 flambées, donc une flambée gastro-entérique et une flambée respiratoire qui n'était pas reliée à la COVID-19. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à nos taux d'admission. Donc, j'ouvre la table pour vous. Si vous avez des questions pour moi, il n'y a pas de problème. Sinon, là, il n'y a pas vraiment quelque chose là, que je voulais là, mettre de l'avant ou vraiment discuter. Membre du conseil, question? En voyez aucune? Aucun des mois que vous avez des questions? Un instant. Non, pas de questions. Moi, j'en ai juste une. M. Gorman, c'est juste une erreur probablement qui s'est glissée. Au mois de février, dans la section admission,
Excusez, oui, admission. Si on regarde le total pour le mois de février en 2020, on a femmes, hommes, 5. On a aussi répit, 4, puis 1 comme femme, unité des soins. Donc, le total devrait donner 15 et non 14. C'est juste, c'est juste pour les statistiques là, qui sont. On va faire le changement. Il y a dû avoir une petite erreur au niveau là, de la difficulté Excel. Il n'y a pas de problème, on va changer ça. Merci beaucoup. C'était pas pour faire mon smart, c'était juste pour faire certain que les données sont bonnes. C'est pour ça qu'on fait les comités. C'est ça qui arrive avec le COVID, hein? Un petit peu plus de temps à passer à travers chaque ligne, ça fait que... Vous avez plus de temps libre. Un petit peu plus de temps. Donc, on va passer... on fait-tu chaque item par résolution? On les passe les 3 dans une même résolution pour adopter les rapports ou accepter ou recevoir. On peut donc, les recevoir. 5.1.1, on les reçoit-tu? Je peux avoir un proposeur pour le recevoir 5.1.1? Je propose. Oui. Proposé par M. Leroux et appuyé de M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On va aller à 5.1.2, indicateur statistique des programmes de soins. Encore, est-ce qu'il y a des questions concernant cette statistique? M. Gorman? Moi, j'aimerais ça un peu parler là, parce qu'il y a des statistiques qui sont quand même, il y a des gros chiffres. Là. On parle de la flambée gastro pour les employés. On a eu 76 employés qui ont eu la gastro pendant le mois de janvier. Puis ça, vous allez voir là, dans les prochaines données qu'on va vous donner, ça l'explique grandement notre taux d'absentéisme pour nos préposés aux bénéficiaires pour le mois de janvier. Malheureusement. Sinon, on a eu quand même aussi beaucoup de résidents. On a eu 40 résidents qui ont eu la gastro. Il y a aussi les produits d'incontinence que je voulais là, pour le mois d'avril. On a non disponible. Je voulais juste mentionner que c'est un rapport qu'on n'a toujours pas reçu. C'est un rapport qu'on reçoit là, de notre fournisseur habituellement. Donc, au prochain comité, je vais l'apporter sans problème. Puis sinon, pour ce qui est des statistiques, on peut remarquer aussi pour la nourriture, la per diem, il ne faut pas trop avoir peur là, pour le mois de mars. Là, on a regardé ça à 19,99. Toutefois, si on remarque, pour le mois de février, là, on est à 1,16 $. On voit aussi qu'il y a eu une légère augmentation là, du per diem à 13,74 pour le mois d'avril. Ça s'explique. Dans le fond, on était en période de COVID. On vivait un peu d'incertitude par rapport à nos fournisseurs, s'ils étaient capables ou s'ils seraient capables, dans un avenir proche, de continuer à nous livrer de façon constante notre nourriture. Donc là, c'est sûr qu'on a fait un peu plus d'achats de produits congelés pour justement là, éviter là, un manque de nourriture pour nos résidents. Donc, on peut expliquer là, la légère augmentation du per diem là, pour le mois d'avril de la COVID-19. Alors, je sais qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la COVID, mais celle-ci, là, on va dire que c'est à cause de ça. Puis sinon, écoutez, j'ai pas nécessairement rien. Il y a aussi le nombre d'incidents résidents employés là, par rapport au mois d'avril. On a eu 11, puis on voit que c'est quand même une grosse augmentation. Écoutez, ça n'a pas été facile pour ce qui est de la COVID, encore une fois, pour le mois d'avril. On vivait beaucoup de changements à chaque jour. Donc, il y a des petits incidents qui sont arrivés, c'est sûr. Des incidents aussi qui sont arrivés par rapport à qui ne seraient pas nécessairement des incidents, mais puisqu'on était en temps de COVID, c'était considéré comme un incident. Donc, ça s'explique, là, cette augmentation-là au mois d'avril de cette raison-là. Sinon, pour ce qui est des statistiques, je n'ai pas rien à ajouter. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? J'avais M. Sarrazin qui avait levé sa main. Oui. Monsieur le Président, M. Gorman, c'était pour mettre en question justement les incidents entre résidents employés au nombre de 11 en avril qui sembleraient hors de la normale, mais sans trop, je pense que vous l'avez expliqué, mais je me demandais, c'est juste comme des genres de confrontation ou ce que les gens doivent...
Monsieur Sarrazin, Monsieur le Président, des incidents comme ça là, du ministère, lorsqu'on a vraiment une grosse confrontation ou que ça devient vraiment sérieux, là, on parle d'incidents critiques, on doit faire un rapport au ministère. Un incident, là, ça peut peut-être être oublié de donner une passe de médicaments à un résident qui a eu un changement dans sa médication. Ça peut être d'avoir autorisé là, un résident justement à avoir interagi avec un autre résident ou à avoir congrégé plus d'un résident en période de COVID, un ensemble. Donc, on parle de peut-être 3-4, un rassemblement de 3-4 résidents. Ça, c'est considéré comme des incidents pour nous en tant que COVID. Donc, c'est pas nécessairement des confrontations, c'est plus par rapport à un léger oubli d'un employé là, qui avait mis comme 4 résidents ensemble, puis on n'a pas le droit de faire ça en ce moment en temps de COVID. Donc, c'est pas nécessairement une dispute entre un résident et un employé. C'est plus, il peut avoir un oubli ou il peut avoir des petites erreurs humaines, mais qui ne nécessitent pas un rapport d'incident critique. Mais on pense quand même bon de vous en faire part pour être transparent envers vous et être transparent envers la communauté. Merci pour la réponse. Je pense que ça l'explique un peu aussi qu'il faut prendre des mesures hors de l'ordinaire qui fait en sorte que, j'imagine, vous avez isolé des gens et tout ça. Donc, oui. Ça n'a pas dû être facile. Donc, merci pour l'explication. Ça fait plaisir. Madame Asselin, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Et c'est un peu pour retourner au sujet de la flambée de gastro, parce qu'évidemment, ça a affecté beaucoup de résidents et surtout le personnel. Ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et lorsque nous avons eu notre réunion au comité plénier hier, on a passé à travers des changements dans le budget, puis on prévoyait une somme de 50 000 due à cette flambée-là et les employés. Est-ce que je suis exact ou je suis pas... Non, vous êtes, comme on dirait, right on. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nos cas de gastro pour les employés, ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment rarement, ont été remboursés par la CISPAT. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a dû faire un ajustement. Ça peut expliquer aussi le fait qu'il y a eu beaucoup d'employés qui ont eu la gastro, mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Okay. Mais oui, c'est une belle observation, en effet. On a dû faire des remboursements de CISPAT par rapport à ça. C'est quelque chose qui n'est pas commun, mais c'est hors du contrôle de la résidence, puis c'est hors du contrôle des ressources humaines. C'est vraiment la CISPAT qui décide si oui ou non ils vont faire des remboursements. Puis là, ça a été décidé que oui. OK, merci. Pas de problème. Autre question, moi j'en aurais peut-être une. Oui. Considérant les activités, pas les activités, mais les rapports d'incidents, puis ce qui se passe avec les flambées, l'humour des résidents qui sont là doit être assez basse. Hein? Leur comportement doit être surtout manque de visites, manque de famille. Qu'est-ce qui se passe avec l'ambiance? Parce que tu regardes ces chiffres-là, puis tu dis, il n'y a pas juste les employés aussi là, qui ont 11 incidents. Il y a certainement des résidents aussi là, qui doivent certainement se passer de quoi. Oui, écoutez, c'est sûr qu'on a vu une légère augmentation pour des antidépresseurs au cours des derniers mois. C'est pas quelque chose qui est évident pour les employés, surtout pas pour les résidents, du fait que non, ils n'ont pas beaucoup de visites. En fait, ils en ont pas. On va en parler un peu là, au niveau là, de la section COVID-19. Par contre, écoute, on fait tout ce qui est en notre possible pour essayer de les mettre en contact avec les familles. On ne faisait pas ça avant, mais là, maintenant, on a vraiment mis là, un système en place de rendez-vous pour des rendez-vous Skype, FaceTime, pour que justement, là, il y ait un contact avec la famille. Pour ce qui est des visites en tant que telles, on peut en discuter. Moi, dans le fond, j'assiste là une fois par mois à des rencontres avec des collègues de travail, puis Advantage Ontario. Advantage Ontario, dans le fond, c'est un organisme qui supporte les maisons de soins de longue durée. Puis nous, on est membres avec eux. La personne qui dirige Advantage Ontario a des places assises quand même assez haut à plusieurs tables
du ministère. Puis elle nous est arrivée avec la nouvelle la semaine passée que le ministère regardait pour voir si c'est la possibilité de faire des visites à l'extérieur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nos résidents, c'est une bonne nouvelle pour nos familles. Je sais qu'on a eu beaucoup de demandes. Par contre, nous, on ne peut pas agir tout seul. On doit avoir l'approbation du ministère des Soins de longue durée, puis on doit surtout avoir l'approbation du Bureau de santé. Pour nous, tout est déjà mis en place. On s'est pris d'avance. Lorsque l'annonce va être faite, c'est sûr qu'on va essayer de démarrer ça le plus rapidement possible. Mais on essaie de travailler avec les familles puis les résidents. C'est sûr qu'on fait plus de one-on-one, donc de 1 à 1, au niveau des activités pour les résidents qui n'ont pas nécessairement des familles. On inclut tout le monde. Tu sais, souvent, on pense, on veut essayer d'inclure tout le monde, même ceux qui n'ont pas nécessairement de famille, comme que je dis. C'est pas facile, mais on essaye le plus qu'on peut. Puis, tu sais, c'est vraiment, l'enjeu, c'est on protège nos résidents de la COVID, mais aussi il faut les protéger de l'ennui puis de la détresse psychologique. Puis ça, c'est une ligne qui est extrêmement difficile à gérer. Jusqu'à présent, ça a été super bien fait par l'équipe, mais on vit au jour le jour, puis on attend des nouvelles recommandations sous peu. On pense que ça va être positif, mais c'est sûr que non, c'est pas évident. Puis c'est sûr qu'on voit un peu plus, on peut voir un peu plus d'agressivité chez nos résidents, un peu plus d'interaction problématique avec les résidents et les employés, là, que les résidents commencent on va dire en bon français, commencent à être tannés. Parce que oui, il y a des gens qui font de la démence ici, mais il y a des gens que mentalement, cognitivement, ils sont présents, puis ils se rendent compte de la situation, puis qu'est-ce qui se passe alentour d'eux. Donc, c'est pas facile, mais on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'éviter ça, puis on espère là, justement là, qu'il va y avoir un certain processus de déconfinement là, qui va aider à ce problème-là. Puis, le seul message qu'on peut passer aux familles, aux résidents, c'est d'être patient. On travaille fort pour que ça puisse se produire. Puis, dès qu'on a des nouvelles, on va tenir au courant les familles et les résidents. OK, merci, M. Gorman. C'est juste que c'est dur pour les familles. Quand tu es d'habitude d'aller voir tes parents tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, pour tout d'un coup, tu es 3 mois sans aller les voir. Je vis la même situation. Je vois ma femme, elle rentre, puis ma femme, sa mère n'est pas chez vous, elle est à une autre place, à Ventlick-Hill. Puis elle peut la voir à travers de la vitre, mais tu comprends, c'est pas le même feeling, mais au moins elle a la chance de la voir. Tandis qu'à la résidence, j'entends des échos qu'ils ne peuvent même pas les voir. Il n'y a pas de plexiglas, il n'y a pas une petite chambre où c'est que, tu sais, juste un petit bec à travers d'un plexiglas, ça sert déjà beaucoup. Je comprends qu'on est pogné avec le ministère, mais quand même, je suis certain qu'il devrait y avoir peut-être une petite marge de manœuvre où c'est qu'on pourrait peut-être laisser un peu la chance de au moins les voir, leur donner cet espoir-là. Nous, regardez, on a une fenêtre qui est à l'avant, puis on va souvent voir des membres de famille aller à cette fenêtre-là pour discuter ou juste pour voir leurs parents. On va aider aussi, on a permis maintenant aussi aux familles d'apporter des care packages. Donc, il y a certaines familles qui ont juste apporté des cellulaires très simples à utiliser pour leurs proches pour qu'ils puissent communiquer avec eux à travers la fenêtre. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement, puis ça, c'est où est-ce que ça devient complexe, c'est les regroupements. Là, oui, on est à partir de vendredi, on est rendu à 10, mais avant ça, on était à 5 personnes. Donc là, si on a 5 résidents avec tous des membres de famille à l'avant de la fenêtre, là, on n'est plus en réglementation. Donc, c'est extrêmement difficile à gérer. Donc, oui, on le permet, c'est sûr à 100%. On a un processus de rendez-vous pour justement pour le Skype puis le FaceTime. Puis, comme je vous dis, on est en train de bâtir quelque chose là, à l'arrière de la résidence pour permettre une interaction là, sans fenêtre, mais à 2 mètres de distance avec le port du masque, qui va être prêt sous peu. Toutefois, M. le Président, si on n'a pas l'accord du Bureau de santé, c'est pas quelque chose qu'on va aller de l'avant avec. Puis ça, c'est bien important à mentionner. On travaille, puis on communique beaucoup avec le Bureau de santé. Ils sont super avec nous, ils nous répondent rapidement. Puis on a eu même des problématiques là, avec des personnes qui ont
Au début, à la base, on n'avait même pas le droit, des gens qui n'avaient pas le droit d'aller à des funérailles de leurs conjoints. On a travaillé fort avec le bureau de santé pour mettre des mesures en place pour leur permettre d'aller justement là, donner leur respect soit à leur mari ou leur femme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. On le permet pour la vite, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a mis de l'avant, qu'on disait qu'on ne le permettait pas. On voit beaucoup aussi des personnes qui vont à la fenêtre de leur mère ou de leur père. Puis, on n'a jamais dit à personne, non, vous devez quitter les lieux, vous n'avez pas le droit de faire ça. Par contre, c'est quelque chose qui est, oui, si on se regroupe 15 personnes, 20 personnes en avant de la fenêtre, mais là, ça ne marche plus. Ça, c'est la problématique. Avec le 10 personnes, c'est sûr que ça va nous aider, qui va débuter là, ce soir à minuit. C'est sûr que ça va nous donner une plus grande marge de manœuvre. Mais lorsqu'on pense à un regroupement de 5 personnes, ça va extrêmement vite. Donc, ça prend juste 2 résidents dans la fenêtre avec 2 familles, puis on atteint 5. On garde les portes ouvertes, ça, je vous le promets, puis on va travailler fort pour rétablir un processus avec le bureau de santé pour essayer là, de faire des visites. OK, merci beaucoup. Donc, si on prend les proposeurs puis un appuyeur pour 5.1.2 pour recevoir les statistiques de programme de soins. Proposé par Mme Asselin, appuyé de M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? Adopté. 5.1.3, indicateur de rendement. Heure des préposés aux soins de services personnels. Oui. Encore, on s'en va à la statistique. Oui, donc, comme je vous ai dit auparavant, là, au mois de janvier, on a vu que, regarde, là, ça n'a pas super bien été. Notre horaire commençait à partir du mois d'avril, notre nouvel horaire que je vous avais parlé là, pour les préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi là, quand je regarde ça? Même si on voit qu'il y a une disparité entre 2019 et 2020, de un, on a plus de corps à l'affiche à partir du mois d'avril avec notre nouvel horaire. Donc, c'est sûr que si on a 1-2 personnes qui appellent malades, on se ramasse avec le même nombre de personnes qu'on avait au début avant cette nouvelle horaire-là. Une autre chose qui est super importante à retenir aussi, c'est qu'avec les tests de dépistage qui se font à l'entrée, on renvoie plusieurs employés chez eux dû au fait que les symptômes, là, c'est vraiment large. Puis ça prend juste un symptôme pour qu'on te renvoie chez vous. Parmi les symptômes, là, je vous donne ça, là, on a mal de tête, fatigue, ne se sent pas bien. Puis ça, c'est des questions qu'il faut qu'on pose, que le bureau de santé nous va demander de poser. Donc, moi, quand je prends ça en perspective, puis je regarde le nombre de personnes qu'on a renvoyées chez eux lorsqu'ils rentraient pour leur corps. Donc, de un, c'est extrêmement difficile à changer ou à remplacer cette personne-là, puisqu'on ne le sait pas d'avance. Pour moi, là, qu'on a maintenu là, ces heures, qu'on a maintenu les corps manquants à un taux réduit, pour moi, c'est un succès. Puis, la nouvelle horaire, je peux vous le garantir qu'on a reçu des courriels d'employés, surtout d'infirmières, qui nous remerciaient d'avoir instauré cette nouvelle horaire-là, que ça leur permettait de vraiment se concentrer sur leur pratique infirmière et ne pas faire nécessairement des tâches qui sont plus reliées à des préposés aux bénéficiaires. Donc, on était extrêmement contents de ça. Puis, malgré là, justement le fait qu'à la porte, on renvoie beaucoup de gens chez eux pour se faire tester, puis qu'il manque 2 journées de travail automatiquement, puisque les tests, ça prend environ 48 heures à recevoir, je me dis que c'est des bons résultats pour nous. Puis, pour le mois d'avril, ça va vraiment aider avec la COVID. Puis, je suis sûr là, que dans le futur, on va voir une amélioration. C'est sûr, puis ça, je voulais vous en parler. Avec tout ce qui se passe, j'étais un peu déçu parce qu'on n'aura pas vraiment l'heure juste sur l'impact de l'horaire au niveau des statistiques. Je m'explique. Pour le mois d'août, pour les mois qui s'en viennent, j'imagine qu'on va finalement avoir la fameuse là, paie de pandémie, qui est une augmentation de 4 $ de l'heure pour les employés, qui va durer jusqu'au 15 août. Ça va faire en sorte que les employés vont être plus portés à rentrer travailler, ce qui pourrait fausser nos données de façon positive pour nous. Mais je voulais juste vous en faire part parce que justement, avec tout ce qui se passe, je pense qu'il va falloir là, attendre là, vraiment 1 an pour voir l'impact que cet horaire-là va avoir de façon statistique.
Mais pour nous, lorsqu'on regarde la qualité des soins, puis les soins qui sont administrés à nos résidents, avec l'ajout de corps pour les fins de semaine, qui était plus problématique pour nous, ça nous a vraiment aidé. Nos fins de semaine sont plus belles. Puis, on a beaucoup moins de personnes là, qui manquent à l'appel. Donc, ça, c'est vraiment positif pour nous. Merci beaucoup, M. Gordon. Gorman, y a-t-il des questions des membres du conseil? Non. Moi, j'en aurais une. Oui. Le corps PPSP non comblé 2019-2020, la comparaison, cette charte-là qu'on voit comme cela présentement. Oui. Est-il possible? Ça me dit rien, ça. Ça, c'est pour le mois. Ça me dit absolument rien. Okay. Ça me dit pas c'est quel quart d'heure qui est affecté le plus. C'est-tu le matin? C'est-tu le chiffre d'après-midi? C'est-tu le chiffre de soir? Tu sais, si tu as plus de monde qui ne rentre pas dans l'après-midi, mais il y a quelqu'un qui s'offre pendant l'heure du souper. C'est officiel. Fait que moi, ces lignes-là, c'est absolument zéro dans ma tête. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est établi? Je sais que dans le passé, on l'a déjà eu. À la journée, au mois. Moi, ça ne me donne rien, ça. Pas de problème. C'est sûr aussi que, comme vous dites, il y a quelque chose qui ne tient pas en compte. C'est que souvent, lorsqu'il y a un corps qui manque, puis justement, là, du fait qu'on a renvoyé un employé là, qui arrivait à la table de dépistage, on va demander à un employé qui est déjà présent de dire, regarde, est-ce que tu es capable de nous donner 4 heures de plus? Souvent, les employés vont dire oui, mais ce n'est pas représenté dans la charte. Est-ce qu'on peut? C'est une affaire de chronos de système informatique. Je peux essayer. Toutefois, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais je vais me renseigner au niveau des ressources humaines, voir si on n'est pas capable de vous faire quelque chose qui va peut-être être un peu plus précis, comme vous le mentionnez, il n'y a pas de problème. Parce qu'on me demande, parce que j'espère que certains membres là, qui me posent des questions parce qu'ils savent que je suis sur le comité de la résidence, oui. Me demandent c'est quand les quarts d'heure les plus manquants, puis je ne peux pas répondre. Je veux dire, le graphique est trop compliqué. Ça ne me dit rien. Ouais, nous, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que moi, à chaque jour, là, je reçois du service de l'horaire, tous les corps qui sont manquants. Donc, on peut essayer d'accumuler ça de cette façon-là. Donc, si vous me dites que c'est ça que vous voulez, on peut juste s'occuper à chaque jour ça va donner une petite tâche de plus, de cumuler ça en données pour vous. Ça l'était fait déjà dans le passé? Oui, il n'y a pas de problème. C'est comme je dis. C'est pas de nouvelle tâche, c'est juste qu'on est capable de les avoir? Oui, on est capable de les avoir, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste vraiment plus au niveau de lorsqu'on demande à un employé de rester un peu plus longtemps. Ça, c'est un petit peu plus problématique. C'est une question de punch. Dans le fond. Mais je vais voir si je ne suis pas capable de vous arranger ça. Mais pour l'autre demande, oui, définitivement, on peut vous le faire. Moi, je peux vous dire de base que c'est vraiment les fins de semaine, de jours qui sont plus problématiques. Mais je vais vous le sortir en données. Il n'y a pas de problème, M. le Président. Merci beaucoup. Un proposeur et un appuyeur pour adopter 5.1.3. Je voulais juste rajouter, M. Riopel. Oh, excusez, pardon. Peut-être qu'on devrait mettre aussi pour avoir des statistiques quand il fait soleil et quand il mouille. Ça, c'est vraiment un bon point. Ça. Je ne répondrai pas. Proposeur. Merci beaucoup, M. Sarrazin. Un appuyeur, Mme Asselet. Tout le monde en faveur? En faveur. Contre? Adopté. Item 5.2, travail sain et sécuritaire. Oui. Donc, je voulais juste vous en parler. Nous, quelque chose qu'on était quand même avant-gardiste pour un niveau de travail sain et sécuritaire, on a vraiment deux choses que je voulais vous parler puis que j'étais vraiment fier de notre équipe. C'est les transferts. Au début, on essayait de décanter les hôpitaux.
puis vraiment diriger des personnes qui étaient en attente de maisons de soins de longue durée dans des maisons de soins de longue durée qui étaient dans des hôpitaux. On nous a contactés pour savoir si on pouvait transformer des salons dans des chambres. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment là, regrouper le plus possible ou vraiment décanter les hôpitaux, puis surpeupler les maisons de soins de longue durée. Ça, c'est quelque chose que nous étions tout à fait pas d'accord avec. On a mentionné ça à Netlin. On a eu quelques disputes. Toutefois, on a eu gain de cause. Puis ça, c'est quelque chose que j'étais vraiment fier de notre équipe. On a tenu bon, puis on s'est assuré vraiment d'un niveau de travail sain et sécuritaire pour nos employés, puis pour nos résidents. On voulait aussi, on faisait des transferts sans faire des tests. On disait que faire des tests sur des gens asymptomatiques n'était pas une bonne idée. Puis ça, si on parle au début, là, lorsque ça a commencé. Pour nous, ça ne faisait aucun sens, surtout avec la proximité qu'on avait avec l'hôpital général d'Hawkesbury. On se disait que c'était très facile de tester les gens avant un transfert. Puis on a eu beaucoup de discussions avec l'hôpital d'Hawkesbury qui était d'accord avec nous. Puis finalement, on a eu gain de cause, puis on a même pu avoir des lits libres, justement, en cas d'éclosion, lorsque Mme Parisien vous a parlé en révision budgétaire. Puis ça, c'est une lettre qui a été signée par M. Leroux, qui a été très appréciée. On n'est pas les seules maisons qui ont fait ça. Je ne dis pas que ça aurait été la même histoire si on aurait été à la nouvelle résidence, mais dû à la configuration de la résidence présente, isoler des gens, ça devenait plus compliqué. Ça devenait plus risqué. Donc, on a fait une demande d'avoir un certain nombre de lits de libres. Puis, avec le développement de ça, le ministère a même subventionné des manques à gagner. Malheureusement, pas au complet, mais une vraiment bonne partie. Parce que là, on parlait du pourcentage du taux d'occupation. On était en dessous si on atteignait notre objectif de lit libre. Puis ça nous aurait fait des plus grosses pertes. Là. On parlait d'environ 250 000 à 300 000 Là, on parlait de choses pas mal plus sérieuses. Toutefois, avec tous les messages et toutes les lettres que le ministère des Soins de longue durée ont eues, puis avec l'expérience que d'autres maisons ont eues avec la COVID en début de pandémie, le ministère s'est réavisé puis a dit non, OK, là, on va vraiment mettre l'accent sur les maisons de soins de longue durée, puis on va les supporter là-dedans. Parce que c'était vraiment une problématique. Là. Les premières maisons qui ont eu des éclosions, malheureusement, devaient attendre le décès des gens pour isoler des résidents. Puis ça, c'était quelque chose qu'on n'était tout à fait pas d'accord avec. Puis on a eu gain de cause, puis on a fait valoir notre point. Donc, on était très fiers de ça. Puis on a vraiment assuré, comme je dis, là, un espace de travail sain et sécuritaire. La deuxième chose aussi qu'on était avant-gardiste, c'est au niveau de tous les systèmes de ventilation. Nous avons... on savait que les chaleurs s'en venaient à la début mai. Donc, dès la début mai, on a fait des procédures avec le Bureau de santé et le ministère des Soins de longue durée pour avoir des réponses à nos questions pour ce qui était l'utilisation de ventilateurs, l'utilisation d'air climatisé et ainsi de suite. Au début, on a eu un peu de problème avec ça, mais lorsque les semaines ont avancé, on a vu que ça devenait un problème, pas non seulement à nous, mais que ça devenait un problème pour toutes les autres résidences, surtout lorsqu'on pense dans les médias, dans les CHSLD au Québec, on se demandait comment on était pour être en mesure de garder nos résidents ou les résidents des CHSLD de ne pas avoir de heat stroke. Donc, nous, encore une fois, on était de l'avant. Ça n'a pas été facile, mais par contre, on a réussi à avoir une entente, puis on a réussi à faire les choses de la bonne façon, puis on a vraiment fait nos recherches pour vraiment établir un bon processus, puis être sûr que toutes les mesures étaient en place pour une utilisation sécuritaire de nos airs climatisés, puis des ventilateurs, puis aussi de notre système d'échangeur d'air. Avec les Comtés unis, on est chanceux. On a des gens qui sont spécialisés en HVAC, donc qui sont venus à la résidence, qui ont installé des filtres haut de gamme, là, puis qui ont vraiment fait là, la maintenance sur tout ce qui était échangeur d'air, puis ventilation. Qui est un enjeu là, qui est devenu quand même très, très important là, dans les maisons de soins de longue durée. Je sais que ça peut paraître banal, mais en ce moment, là, chaque petit détail compte.
Puis pour nous, ça, c'était quelque chose qui était très important. Puis que justement, là, j'étais quand même fier de notre équipe parce qu'on était assez avant-gardistes là-dedans. Puis on était là, parmi les premiers là, qui ont fait part de leurs inquiétudes par rapport à cet enjeu. C'est pas des questions. Oui, Monsieur le Président, M. Gorman, je voulais juste féliciter M. Gorman et son équipe parce que ça fait pas un an, je pense, que M. Gorman est en poste. Puis ça a dû être quelque chose de spécial. Il y avait un peu de pression du côté des soins de santé, des différents paliers de soins de santé, puis d'avoir pris des décisions des fois qui sont critiquées pour le bien de ses résidents. Je voulais juste vous féliciter, vous et votre équipe. Vous avez fait les bons choix qui n'étaient pas toujours faciles à faire en ces moments-là. Donc, je voulais juste tenir à vous féliciter. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont des questions? Non, j'ai tout simplement des félicitations pour M. Gorman. Essentiellement, M. Gorman, depuis son entrée, il a fait face à plusieurs embûches, puis pas minimes, mais grandioses. Et je suis certaine que lorsqu'il va être vers la fin de sa carrière ou même au milieu de sa carrière, il va se souvenir de son entrée à la résidence parce que c'était tout un défi incroyable qu'il a été capable de surmonter. Je vais m'en souvenir toute ma vie, ça c'est sûr. Le velours est fort, M. Gorman, hein? Ouais, il va avoir des orages tantôt. Ouais. Le monde est à l'envers. Comment? Faut que je l'évalue, M. le Président. Arrêtez de garder les fleurs. Ouais, c'est ça que je disais, hein? Le velours est fort. L'expression trial by fire comes to mind. Oui, c'est définitivement un make or break. Je pense que l'orage va passer à un moment donné. Ma question, moi j'en aurais peut-être une ou deux. L'échangeur d'air, on a-t-il un calcul de fait, combien de temps dans la journée il faut que ça change ou y a-t-il un critère de la province qui dit, bon, ben toutes les 3 heures, ça prend de l'air fraîche ou. Puis même je suis concerné parce que me semble j'ai lu, je ne me rappelle pas si c'est dans le rapport ou. Il y a quelqu'un que j'ai entendu parler qu'il y avait des airs climatisés dans les chambres à cette heure parce que les ventilateurs n'étaient plus là. C'est peut-être pas un problème d'essayer de contrôler chaque ventilateur, chaque air climatisé dans chaque chambre. Ça, c'est 2 questions en passant. Là. OK. Je vais essayer de les adresser les deux. Dans le fond, pour la première question, Monsieur le Président, vous avez exactement raison. En ce moment, il faut absolument qu'à chaque 3 heures, il y ait un échange d'air. Si ce n'est pas fait à chaque 3 heures, c'est là qu'il y a une augmentation des particules en suspens. Puis c'est là que ça peut avoir plus de problèmes pour la COVID. Puis ça, c'est une recherche qui avait été faite puis qui avait été déterminée, ça fait pas très longtemps. Donc, oui, et puis ça, je peux vous le confirmer. On rentre dans les normes? Oui, on est dans les normes. Marc Douer est venu voir si tout était correct, puis on est dans les normes, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, de faire partie des Comtés unis, puis d'avoir ces différents spécialistes-là qui viennent nous aider, ça nous a vraiment là, donné un bon coup de pouce. Pour ce qui est des ventilateurs, on avait un problème, on attendait une approbation du Bureau de santé que nous avons eue le 23 mai pour les ventilateurs personnels. Dans le fond, c'est que notre directeur médical, Dr. Maxwell, avait soulevé là, son inquiétude par rapport à l'utilisation de ventilateurs, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser des équipements qui créent des gouttelettes, CPAP, intubés, puis ainsi de suite. Donc, lorsqu'on pense à ça, des gouttelettes, on peut en avoir quand les gens parlent, et ainsi de suite. Puis, le ventilateur fait que ça peut propager ces gouttelettes-là. Donc, ça, c'était notre inquiétude. Donc, au début, à la base, on avait demandé de ne pas utiliser les ventilateurs. Cette consigne-là n'avait pas été respectée par, surtout, je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir, surtout par des endroits, par des travailleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, en attendant d'avoir notre réponse, on va enlever tous les ventilateurs. On a des airs climatisés, on sait qu'on est à l'eau, on n'a pas de problème. On a eu la confirmation pour les airs climatisés, toutefois, on n'a pas encore eu la confirmation pour les ventilateurs. Encore une fois, je sais que ça peut paraître anodin, mais de ce qu'on a vu, c'est qu'on veut tout le temps avoir l'approbation du Bureau de santé. En ce moment, c'est eux autres qui ont les pouvoirs incroyables. C'est eux les boss. On ne va pas se
se le cacher. Donc, on voulait vraiment avoir cette approbation-là. Une fois qu'on a eu l'approbation, qu'on pouvait utiliser les ventilateurs avec certaines restrictions, on a réintroduit tout de suite les ventilateurs. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à vos questions. Ben, c'est beaucoup plus clair parce qu'on ne vit pas dans ce domaine-là tous les jours. Ouais. Puis c'est certain qu'il faut prendre de vos informations parce que l'information vient des gens qui travaillent là. Donc, vous êtes à la direction. Donc, mes questions s'adressent à vous pour avoir les réponses les mieux. Puis dans la nouvelle résidence, je sais que ça ne sera tout de même pas dans ton domaine, mais peut-être plus le domaine à M. Parisien qui va peut-être plus répondre. Est-ce que dans la future résidence, est-ce qu'on va être prête pour un autre COVID 2029, 2039, 2059? Est-ce que la résidence est prise en considération pour des événements de même où c'est que on ne sait plus, là. On est dans un monde. Oui, M. Parisien? Oui, M. le Président, membre du Conseil. Alex, je vais la prendre celle-là parce que pilote le dossier de la nouvelle résidence d'assez près. Puis Alex a fait partie, entre autres, d'une rencontre qu'on a tenue avec nos consultants, nos architectes et d'ailleurs les gens du ministère pour justement tenir compte d'une prochaine pandémie ou d'une infection quelconque. Et puis, la réponse est fort simple. On n'a pas de boule de cristal, donc on se prépare dans le meilleur des mondes possibles. Une chose qu'on a tenu à faire et qu'on a tenu à garder, puis vous vous souviendrez que lorsqu'on a présenté la première estimation de la résidence aux membres du Conseil, on avait indiqué que le montant de pieds carrés était plus élevé que ce que le ministère nous recommandait. Bon, on est content d'avoir gardé cette décision-là, puis on est aussi content que le Conseil nous a appuyés parce que dans un contexte de distanciation, plus on a d'espace de pieds carrés, mieux on est capable de garder les gens soit isolés ou plus loin les uns des autres et en plus de garder nos employés un peu plus sécuritaires par rapport à nos résidents pour garder, si vous voulez, la santé et la sécurité de tout le monde. Merci beaucoup, M. Parisien. Si je peux ajouter aussi, M. le Président, membre du Conseil, avec la nouvelle résidence, la configuration, comme on parlait là, des Resident Home Area, ça pour moi, c'est un atout qui est très important. Pourquoi? C'est parce qu'on sépare vraiment 32 résidents par 32 résidents, même dans une salle à manger. En ce moment, avec la configuration de la résidence actuelle, plusieurs résidents qui sont capables de se nourrir seuls vont aller à la salle à manger au premier étage. Donc, on a un rassemblement du troisième, du deuxième et du premier à cet étage-là. C'est sûr qu'on a mis des mesures en place, donc il n'y a pas plus que 2 personnes par table, puis ainsi de suite. Mais on a quand même, là, justement, puis on a des employés qui travaillent sur différents planchers des fois, ainsi de suite. Avec les Resident Home Area, on sépare vraiment nos résidents. Puis s'il y a une flambée dans une des Resident Home Area, c'est extrêmement facile d'isoler les gens, là. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important puis qui va être reflété là, dans la nouvelle résidence. OK. Merci beaucoup, parce qu'encore là, la COVID, elle nous fait allumer. Je sais qu'elle me fait allumer moi, parce que je le vis présentement avec ma belle-mère, c'est ce que j'ai compté. Est-ce que la nouvelle résidence aurait un parloir ou une salle où c'est que les gens vont pouvoir se visiter peut-être un petit peu plus au premier étage pour donner accès et puis pas revivre un autre 3 mois sans le voir ton père ou sans le voir ta mère? Je pense qu'on n'a pas à apprendre. Il faut se préparer pour le futur. Puis on se bâtit une nouvelle résidence qui va coûter une fortune, mais qu'on le fasse assez bien parce que, je vous le dis, là, les gens ne sont pas contents de ne pas être capables. Puis je sais que ça vient de la province, puis je sais que ça vient de l'unité sanitaire, puis c'est important de ne pas contaminer. Puis on a une belle région non contaminée. Puis je peux le dire, là, je suis fier des gens de Champlain puis d'alentour d'Orsbury où c'est que Alfred Plantagenet, n'importe où, Jean-Pascal Russell, on est très peu affectés. Puis la résidence a un impact énorme parce qu'il n'y a eu aucun incident. Monsieur Parisien. Merci, Monsieur le Président. Une chose que je veux que le Conseil ou le comité sache, c'est que en termes de pandémie, c'est probablement la meilleure pandémie qu'on pouvait tomber dessus. C'est plate à dire, là, puis ça a l'air peut-être niaiseux de ma part de dire ça, mais la pandémie qu'on vit en ce moment n'est pas airborne. Ouais. Puis
en n'étant pas airborne, puis en ayant des restrictions de la part du gouvernement, du bureau de santé, de ne pas avoir de visite, je ne peux pas vous dire à quel point ce serait impossible d'avoir un parloir si c'était une pandémie qui était de nature airborne. Ouais. C'est très difficile. On a tenu compte de plusieurs facteurs. Vous savez qu'au cours des années, on est souvent en éclosion, là, soit d'influenza, soit de gastro-entérite. Donc, on n'est pas... C'est normal d'avoir des éclosions, puis on en a, mais une comme celle-là, comme les gens du ministère nous disaient, c'est impossible de prévoir ce qui va nous arriver. Fait qu'on travaille avec ce qu'on a. Puis, pour la plupart des maisons de soins de longue durée, nous, on est chanceux là, parce qu'on construit là, probablement, là, on va être the first ones out of the gate with respect to building a new facility for our residents. So we've taken into account what we could, the knowledge that we have right now, the data that we have. So we're building the best facility possible. But you know what? In 5 years from now, something may come on and we couldn't figure it out. And I guess I have to stop there. Thank you, Mr. Parisien. Everything helps. We got to learn somehow, and we got to move forward, and we got to correct what's wrong, and we're going forward with the new residents. Merci beaucoup. On peut passer à la prochaine thème pour voir des résolutions pour celle-là. 5.3, compte rendu des comités. Pour moi, là, on a adressé beaucoup de choses, là, je pense, avec le travail sain et sécuritaire. Je ne sais pas si vous aviez des questions pour les comptes rendus des comités. Je sais qu'ils n'étaient pas très longs. Pour moi, ces comptes rendus-là sont complets. Donc, je vais vous demander est-ce que vous avez des questions par rapport à ça. Membre du conseil? Membre du comité? Mme Ashley? Vous êtes sur mute, Mme Ashley. On ne vous entendait pas. Moi, j'entends pas Mme Ashley. Non, moi non plus. OK. Elle est encore sur mute. OK. Bon, j'ai juste d'avoir la fenêtre pour ouvrir mon micro. J'avais des petites questions. Il y avait, au niveau du service pharmaceutique, vous mentionnez que vous avez un broyeur. Est-ce que c'est le broyeur pour détruire les médicaments ou est-ce que c'est un broyeur pour être capable de donner des médicaments? C'est pour être capable d'administrer un médicament, Mme Ashley. OK, merci beaucoup. Et puis, mon autre question, c'était, au sujet de la gestion de l'entretien de l'environnement, je pense que c'est là que vous êtes rendu compte que peut-être pour la génératrice pour la nouvelle résidence devrait peut-être être ajustée en termes de sa capacité versus ce qu'il avait peut-être suggéré. Ben oui, Mme Ashley, Monsieur le Président, membre du Conseil, nous avons soulevé le point en comité. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'avec HDR et Collier, j'ai demandé à Andrew Rodriguez qui lui demande à Chris pour une liste d'items qui vont fonctionner et qui ne fonctionneront pas. Et de là, on va pouvoir prendre une décision. Moi, c'est juste ça mon problème, c'est qu'on me dit la génératrice ne pourra pas fonctionner à 100%. OK, c'est beau, c'est correct. Mais qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? Je ne veux pas arriver, déménager à la résidence, attendre une panne pour voir ce qui va fonctionner, ce qui ne fonctionnera pas. Puis pour nous, je voulais aussi souligner l'enjeu par rapport au ministère des Soins de longue durée. Lorsqu'on a un bris de service pendant plus de 6 heures qui affecte le service qu'on offre aux résidents, on doit faire un rapport d'incident critique au ministère. Donc, avec ça en perspective, on veut savoir, tu sais, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas, parce qu'en ce moment, à la résidence présente, lorsqu'on a une panne d'électricité, tout fonctionne. Donc, c'était juste par rapport à ça. Puis, je vais vous tenir au courant des développements lorsque je vais avoir les réponses là, de HDR. Merci. Bye-bye. Merci. Monsieur Parisien?
Oui, Monsieur le Président, merci. Juste en complément, vous vous souviendrez que lors d'une des présentations, Colliers avait indiqué qu'il voulait recommander l'installation d'une génératrice qui donnait un certain pourcentage de fonctionnement, puis qu'on avait indiqué, nous, qu'on n'était pas d'accord avec cette philosophie-là, qu'on voulait que ça fasse fonctionner l'entièreté de la résidence. Et puis, on est même à regarder la possibilité de pouvoir utiliser la génératrice actuelle qui, elle, va bien au-delà de la capacité demandée de la résidence. Mais écoutez, avec un édifice qu'on va construire qui va se situer n'importe quel entre 70 et 75 millions, s'il faut mettre un autre 3, 4, 500 000 pour avoir une génératrice qui va faire fonctionner la résidence au complet, à ce moment-là, on va revenir au conseil, puis c'est la recommandation qu'on va faire. Moi, je vois très mal que la génératrice ne puisse pas faire fonctionner la résidence à 100%. Merci. Absolument. Bon point, bon point. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du conseil qui auraient des questions du comité. Moi, j'en ai encore une, probablement. Je ne sais pas si elle est reliée au comité. Les activités qui se passent pendant le COVID, qu'est-ce que l'équipe fait en raison d'activités, la physio? Est-ce que c'est retardé? Est-ce qu'ils ont les mêmes traitements? Je ne sais pas comment ça marche. Oui, mais dans le fond, c'est le sujet 8.2, service offert et non offert en temps de pandémie de COVID-19. Ça en suspens d'abord. OK, pas de problème. Merci. On passe à l'autre. Item numéro 6. Incident critique rapporté au MSSLD. Oui. Donc, en janvier, aucun incident critique. Au mois de février, on a eu la flambée entérique qui représente un incident critique. Puis, on a eu un incident critique avec un résident. Toutefois, ce fut, comment je pourrais dire, des fois, on a des incidents critiques qui on n'a pas le choix de donner des rapports au ministère, mais qui pourraient s'arranger à l'interne. C'était un cas. Donc, le tout s'est arrangé. C'était par rapport à un résident. Et puis, c'était par rapport à un résident avec ses biens personnels. Donc, ça s'est arrangé, il n'y a pas de problème. Pour le mois de mars, on a encore la flambée respiratoire. Et puis, il y a eu un incident critique, mais entre deux résidents. Donc, ça aussi, ça s'est arrangé. C'était juste un incident là, entre deux résidents. C'était pas la grosse chose, mais encore une fois, on n'a pas le choix de le mentionner au ministère des Soins de longue durée. Et puis, pour le mois d'avril, il n'y a aucun incident critique. Les incidents critiques, il y a toujours des rapports qui se font. Donc, je ne vais pas aller plus en détail que ça. Il y a des rapports qui vont être émis par le ministère des Soins de longue durée qui vont être disponibles au public. Donc, je vais me limiter à cette information-là pour l'instant. Question des membres du comité? Merci beaucoup. On s'en va à item numéro 7. Correspondance? Il n'y a pas? Oui, excusez. Il y a un attachement? Oui, on a eu plusieurs correspondances. Écoutez, on reçoit des courriels à chaque jour du ministère des Soins de longue durée, du Bureau de santé, et ainsi de suite. Je vous ai mis vraiment l'essentiel de ce qu'on reçoit. Donc, à chaque jour, quasiment, on reçoit un guide pour la COVID-19 de référence qui vient du ministère des Soins de longue durée. Ce guide-là, c'est notre Bible. À chaque fois qu'il y a une nouvelle recommandation, il nous renvoie ce guide-là avec l'ajout de l'information. Donc, ça, je pensais que c'était important de vous le mentionner. On a eu une lettre du président, de M. le Président Leroux qui a envoyé à Mme Fullerton justement pour dire que notre résidence n'était pas conçue pour bien gérer les isolations. Donc, on a dû avoir 12 lits de libre, puis on n'est pas les seuls qui ont fait ce genre de lettre-là. Il y a aussi la lettre du ministère des Soins de longue durée pour les transferts vers les hôpitaux. Ça, c'est ce que je vous parlais là, du transfert des hôpitaux vers les maisons de soins de longue durée. Ça, c'est ce que je vous parlais là plus récemment par rapport au testing puis ainsi de suite. Donc, on a eu quand même des gros débats, mais finalement, on a eu cette lettre-là qui disait, regardez, les transferts sont retardés, puis s'il y en a, ça va être vraiment, il faut qu'il y ait des tests, puis il faut qu'il y ait un résultat négatif.
On a aussi là, la directive numéro 3, ça va vraiment avec le guide de documents de référence. Donc, c'est vraiment là, les bibles qu'on fait affaire avec en ce moment, puis des documents importants pour nous. Je crois que c'est une information importante à vous faire part. Puis le RAID COVID-19 aussi, c'est également là, plus comment je pourrais dire, ça c'est plus des développements sur ce qu'on connaît maintenant du virus. Donc, vraiment, là, des petits trucs comme justement, comme que je vous mentionnais, il faut que les particules d'air soient changées à minimum à chaque 3 heures dans une chambre. Juste des petites choses comme ça qu'on suit à la lettre également. Donc, moi, c'était vraiment ça que je voulais souligner comme correspondance. On en a eu beaucoup, mais je pense que ça résume bien vraiment là, ce qu'on recevait là, comme guideline. Puis, comme vous pouvez voir, le ministère puis tous les paliers sont extrêmement productifs puis nous ont vraiment aidés là, dans le développement de la pandémie. Ça fait bien des affaires d'extra à cause de cette COVID-là. Peut-être une question. Bientôt. Pardon? Non, j'ai dit je vais demander une raise bientôt. Ah, ben Stéphane, il est là. M. Parisien, il est là. Il a entendu l'écho. Là. Moi, ma question, ça va être si on a un résident qui développe une fièvre ou qui se met à tousser ou montre un symptôme, qui a déjà été testé, est-ce qu'on leur teste pour le COVID? Oui. Puis ça, M. le Président, on va vous en parler aussi là, dans la section 8. Là, Paul Juillet là, va vraiment aller en détail, là, puis va vraiment pouvoir répondre à vos questions par rapport à ce qui se passe au côté médical. OK, merci beaucoup. Est-ce que ça prend une résolution pour recevoir toute votre correspondance? Non, c'est juste l'information. On passe l'avant. On s'en va à 8.1, COVID, visiteurs essentiels. Les visiteurs essentiels. Donc, on a le droit à des visiteurs essentiels. Ça, là, cette politique-là a été mise en place. C'était la première. C'est à partir du 13 mars que ça a été mis en place. On a reçu un courriel le vendredi soir vers minuit et demi qui fallait instaurer dès le samedi comment je pourrais dire, des recommandations, des restrictions par rapport aux visiteurs. Malheureusement, comme vous en avez fait part, M. le Président, on doit limiter les visiteurs essentiels. Puis c'est quoi un visiteur essentiel? C'est quelqu'un qui doit offrir des services essentiels à nos résidents. Donc, nos médecins continuent à venir ici, les gens qui font des prises de sang, des gens qui s'occupent pour Medigaz, donc pour l'oxygène, l'oxygénothérapie. Notre physiothérapeute vient encore ici, notre ergo vient encore ici. Donc, on a vraiment nos services essentiels qui sont encore disponibles pour nos résidents. Également, un visiteur essentiel peut être considéré comme un membre de famille si leur être proche qui est placé en résidence est vraiment en palliatif. Là, je pense que c'est en fin de vie. Je pense que là, qu'est-ce qu'il faut bien établir, c'est que lorsque les gens viennent à la résidence, de facto, ils sont en fin de vie. Puis nous, par contre, c'est vraiment là, lorsqu'on est rendu où est-ce qu'on peut déterminer là, avec le médecin ainsi que l'infirmière qui est en charge de ce résident-là là, détermine que, regarde, il doit rester environ une semaine. On commence à administrer le cocktail de fin de vie. Là, c'est là qu'on va inviter la famille, une par une personne, à venir visiter le résident pour passer des derniers moments avec. Donc, c'est un peu ça là, que je voulais discuter avec vous. Si vous avez des questions par rapport aux visiteurs essentiels, n'hésitez pas, on est là pour répondre. Membre du comité? Aucune question? Moi, ma question, c'était ça. Visiteur essentiel, c'est à quoi la définition? Donc, vraiment, c'est rendu à la fin de vie où c'est que il va avoir manqué la meilleure partie où c'est que c'était pas possible d'être visité parce que c'était pas essentiel, il faisait pas partie du groupe de ce que vous avez nommé au début, docteur, garde-malade, fournisseur de gaz, fournisseur essentiel pour la résidence. Oui. Je peux pas demander plus de questions, c'est clair. Le moins possible. Le moins possible. Question des membres du comité? Item numéro 8.2. Bon, mais M. le Président, on a les services.
Service offert aux non-offerts en temps de pandémie COVID-19. Oui. Donc, dans le fond, là, c'est vraiment là, ce qu'on voulait discuter avec vous, puis on va pouvoir répondre à vos questions. Je vais inviter Paul Juillet à vraiment là, discuter avec vous de ce que nous avons dû modifier par rapport à nos services opérationnels qu'on offre aux résidents. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, concernant les services offerts à la résidence, comme M. Gorman a mentionné, c'est vraiment les services essentiels, comme les prises de sang, techniciens de laboratoire, physiothérapie, et puis Médigaz et tout ça. Et c'est sûr que c'est toujours impliqué sur une base individuelle. Et chaque personne entrant pour des services essentiels, que ça soit peu importe, doivent passer au travers de notre questionnaire à savoir s'ils présentent des symptômes ou non de la COVID et doivent porter l'équipement de protection individuelle complète afin d'assurer la sécurité pour les résidents et les autres employés. Pour le moment, les services qui sont non offerts en temps de pandémie, c'est vraiment ce qui dit, c'est les services non essentiels, comme la coiffeuse en ce moment. Et puis, jusqu'à venir hier, les services de soins de pied ne pouvaient être offerts. Par contre, on a eu les directives du Bureau de santé que, oui, elle va pouvoir recommencer à offrir les soins de pied. Quand on parle de soins de pied, c'est vraiment des soins de pied afin de prévenir des complications et non des soins de pied où ce qu'on va avoir une manicure, mettre du vernis à ongles ou ces choses-là. C'est pas le service qu'on offre ici aux résidents, c'est vraiment pour éviter les complications. Donc, notre personne qui est assignée ici avec nous pour les soins de pied va pouvoir revenir la semaine prochaine et elle doit également, elle aussi, se conformer au questionnaire à savoir si elle n'a pas de symptômes de la COVID et elle doit porter l'équipement de protection individuelle et assurer la sécurité des résidents et des employés. Donc, c'est ce qui englobe les services offerts et non offerts pour les personnes qui entrent à la résidence. Il y a eu beaucoup de changements au courant des avec le guide de la COVID-19 du ministère des Soins de longue durée. Ça l'a vraiment un peu compliqué certaines tâches, surtout au niveau des infirmières à la résidence, car quand on parle de services essentiels, les salons funéraires ne peuvent plus entrer dans les résidences de soins de longue durée. Donc, advenant qu'il y a un décès ici à la résidence, le salon funéraire amène à la porte d'entrée la civière et le linceul pour qu'un membre de l'équipe, une infirmière, puisse prendre la civière et puis déplacer le corps sur la civière et remettre à l'extérieur la civière au salon funéraire. Et les médecins ne viennent pas constater également le décès, ce qui a fait comme un petit plus de travail au niveau des infirmières, des soins, des préposés également concernant les fameuses directives du COVID-19. Autre chose, c'est que les infirmières doivent obligatoirement faire des prises de température à raison de 2 fois par jour aux résidents, vérifier pour les signes et symptômes. Dès qu'il y a un signe, un symptôme, les infirmières doivent placer les résidents en isolation. Les tests de dépistage pour le COVID-19 sont effectués et envoyés au laboratoire. Et puis le résident, tant aussi longtemps qu'on n'a pas reçu le résultat négatif, doit demeurer en isolation. Et puis, c'est sûr que ça fait un petit peu compliqué quand un résident partage la chambre avec un autre. Donc, c'est pour ça qu'on a converti des salons en chambres afin de pouvoir
respecter l'autre résident qui partage la chambre et qui ne doivent pas être isolés également par défaut lui aussi. Donc, c'est en gros ce qui est fait concernant les services chauffeurs. Est-ce que vous avez, membre du conseil, M. le Président, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Membre du conseil? Aucune? Encore, me revenir avec ma question de tantôt, ce qui est à faire à la physio. Aussi, les activités. Est-ce que les résidents ont encore une forme d'activité? Marche, jouer aux cartes, bingo, je ne sais pas, ils ont encore toutes ces mêmes activités-là? Monsieur le Président, membre du Conseil, ces activités-là sont faites de façon individuelle. Donc, on ne peut plus regrouper les résidents, malheureusement. Donc, oui, il y a des marches. Malheureusement, on doit faire des horaires de marche. On fonctionne beaucoup avec des horaires. Puis, qu'est-ce qui est extrêmement important pour nous aussi à la résidence, c'est de ne pas oublier les résidents qui n'ont pas une voix. Donc, ils n'ont pas nécessairement une famille pour se préoccuper du bien-être de ce résident-là. Donc, vraiment, on s'assure que nos préposés à l'activité fassent des activités un à un avec chaque résident. C'est pas évident. C'est sûr que, regarde, on a des contraintes budgétaires, puis on fait du mieux qu'on peut. Mais pour moi, les activités font un excellent travail, puis notre superviseur, Lynn Fournier, fait un excellent travail pour essayer de justement apporter le plus possible, le plus de joie, puis le plus d'activité à nos résidents. Puis pour ça, je lève mon chapeau parce qu'on a dû instaurer plusieurs restrictions, mais on a quand même continué à offrir un service à nos résidents qui est extrêmement important, qui est des activités, puis tenir les gens occupés. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas comme avant, mais on fait notre possible. Là, ça m'amène à une autre question. Si tu me dis que tu ne peux pas les regrouper, qu'est-ce qui arrive sur l'heure du dîner, déjeuner, souper? Sont-ils toutes aidés par chambre? Non, donc là, à ce moment-là, avec le bureau de santé, qu'est-ce qu'on a déterminé? C'est qu'on a mis plusieurs tables à l'extérieur de la salle à manger, puis dans les différentes cuisinettes. Donc, les résidents sont maximum 2 par table. Puis ils sont vraiment distanciés à 2 mètres. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi. Donc, si vous venez à la résidence, là, ben, vous ne pouvez pas, mais si vous viendrez à la résidence, vous verrez que plusieurs tables sont établies là, dans les corridors, puis dans les salons, malheureusement. Donc, c'est comme ça qu'on a pu faire ça. Puis, on a dû aussi transformer notre bistrot en salle d'employés, puisque notre salle d'employés qui était située au sous-sol n'était pas assez grande pour justement respecter la distanciation sociale. Est-ce que les repas, la routine est quand même assez bonne? Je veux dire, on dîne pas à midi, puis un autre groupe à 2 heures? Non, nous, on a continué avec justement l'installation des tables, puis 2 personnes par table. On a réussi quand même à avoir notre routine là, de nourriture, puis de vraiment manger à midi, puis de ne pas avoir un deuxième service. C'était pas quelque chose qu'on était trop chaud. On n'était pas trop chaud à cette idée-là. La raison était qu'on se disait que si on était pour faire 2 services, c'était pour être... La seule chose que nos résidents étaient pour faire, c'est se lever, manger, collation, se lever, manger, collation. Donc, c'était pas idéal. On n'aurait pas eu le temps de faire des activités. Donc, on a trouvé une autre solution, là. On n'a pas le choix, on vit dans des temps-là, puis il faut ajuster. C'est triste, c'est des moments tristes pour ces gens-là, puis la famille. Anyway, je pose des questions parce qu'on est sur la vidéoconférence, puis je sens qu'il y a plein de gens qui veulent savoir des informations. Je m'en fais poser à tous les jours, tous les 2 jours. J'ai de la misère à les répondre, ça fait que je m'excuse bien gros de 150 questions, mais je m'en envoie d'autres. Il n'y a pas de problème, M. le Président. Écoutez, je m'en attendais. Je ne veux pas te mettre sur le spot non plus, là. Je m'en excuse, là, mais... Monsieur le Président, je m'en attendais, puis c'est pour ça que je voulais faire le comité à la date prévue, parce que je savais qu'il était pour avoir beaucoup de questionnements, puis ce comité-là sert justement à titre informatif pour toute notre communauté, puis c'est extrêmement important pour moi de justement informer les gens de la situation. Merci beaucoup. 8.3, test de dépistage.
Oui, ben, les tests de dépistage, Mme Paul Juillet en a parlé. Vraiment, là, on fait des tests à tous nos résidents qui présentent des signes et symptômes, à tous nos employés. S'il y a des employés qui rentrent avec des signes et symptômes, on les renvoie chez eux, puis on leur dit d'aller se faire tester au centre de dépistage fait par l'hôpital. On a un bel arrangement avec eux. Ils n'ont qu'à dire qu'ils travaillent pour la résidence, puis habituellement, ils vont recevoir les tests là, dans des délais extrêmement raisonnables. On parle de 24 à 48 heures. Donc, ça, on est extrêmement satisfait. Puis, je suis sûr que vous êtes au courant qu'on a passé un autre, d'après les recommandations du ministère des Soins de longue durée, on doit tester tous nos employés 2 fois pour le mois de juin. Hier, on a réussi à tester tous nos employés à une reprise. Donc, le prochain mouvement là, de dépistage là, va se faire le 24 juin, à moins qu'il y ait un changement là, dans les dates. Là. Puis, on aimerait remercier les paramédics qui nous ont vraiment aidés là, dans ce processus-là. Je m'en vais te poser une question peut-être inutile, mais c'est-tu encore à travers de la narine, creux qui touche quasiment la cervelle, ou bien s'il y a une nouvelle méthode? Il y a 2 méthodes. Il y a la narine ou il y a la gorge. Je peux vous confirmer que la narine, c'est mieux. Oui. Dans le fond de la gorge, là, c'est pas très le fun. Pour avoir eu là, 2 fois la narine, c'est pas si pire que ça. Ah ben, ça me rassure. Ah ouais, c'est vraiment pas si pire que ça. Ah ben, that's good. Pas d'autres questions. 8.4, équipe de déploiement, Hôpital général d'Osbury, prévention des infections. Oui, Monsieur le Président, membre du Conseil, dans le fond, là, ça, c'était un... Comment je pourrais dire? On était les cobayes là, de l'Hôpital général d'Hawkesbury. C'est que le ministère de la Santé a envoyé comme recommandation aux hôpitaux de région qui sont un peu moins occupés en ce moment dû au fait que leurs opérations électives n'étaient pas en cours et puis que moins de gens ont d'urgence. Ils ont demandé à un team de créer un genre de strike team, donc équipe de déploiement, pour aller voir si les maisons de soins de longue durée respectaient vraiment les termes de prévention d'infection ou si on pouvait là, vraiment avoir une collaboration avec les hôpitaux des différentes régions pour voir si il y avait des améliorations. Où est-ce qu'on pouvait là, rester là? Dans le fond, le terme, c'était « to stay in the green ». Donc, c'est rester dans le vert, donc faire sûr qu'on n'est pas à risque. J'ai reçu le rapport hier. Donc, je vais vous le faire parvenir par courriel. Je crois qu'à titre informatif, c'est très important. Encore une fois, notre équipe de la prévention des infections, Mme Juillet, a fait un excellent travail. On a eu des très bons commentaires. C'est sûr qu'il y a quelques petits points à améliorer, là. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement. Donc, il mentionnait de prendre sa douche après son quart de travail. Malheureusement, on n'a pas de douche ici. De se changer avant d'arriver au travail, puis après le travail, ça, c'est une pratique qu'on n'a pas nécessairement instaurée maintenant, mais que dans le futur, on va commencer à faire la pratique. Et puis, de faire un peu plus d'audit au niveau du lavage des mains. Donc, vraiment là, vérifier si les employés se lavent vraiment les mains. On voit le purel, on voit comment il disparaît assez vite. Par contre, là, de faire des audits, c'est jamais une mauvaise chose. Donc, ça, c'était vraiment les points soulevés. Sinon, pour le reste, on a passé là, avec une très bonne note. Je vais vous envoyer le rapport, mais des commentaires qu'on a eus de l'hôpital et du bureau de santé, c'était extrêmement positif. Puis, on était vraiment contents des résultats que ça a donné. Merci beaucoup. Question des membres du comité? OK. Merci beaucoup. Item numéro 9, 9.1. Provenance des résidents en date du 30 avril 2020, la liste d'attente. Vous avez tous eu une copie? Moi, Monsieur le Président, je n'ai pas rien à ajouter pour 9.1, 9.2. C'est à titre informatif. Je sais que ça vous intéresse quand même de savoir si votre municipalité est desservie par la résidence, les gens de votre communauté. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, mais la liste d'attente, c'est hors de notre contrôle. Donc, je ne peux pas vraiment vous aider là-dessus. Puis, je pense qu'on en a parlé également au dernier comité du fait qu'on trouvait ça un peu bizarre, puis peut-être qu'on aimerait ça apporter ça à Roma, que des gens d'Ottawa ou de Toronto ou de Canada peuvent venir à la résidence Prescott Russell lorsqu'on a des gens dans notre communauté qui sont encore en attente de maisons de soins de longue durée.
Donc, c'est juste pour vous donner un peu le portrait là, des gens, de où est-ce qu'on vient. Puis peut-être aussi, puisqu'on a des résidents du Québec, peut-être du manque à gagner au niveau monétaire, comme l'hôpital fait avec ses patients du Québec. Merci beaucoup. Ce qui va conclure, qui va inclure la 9.2, provenance des résidences en date du 30 avril, même chose, même scénario. Est-ce que je pourrais poser une question, M. le Président? Madame Ashley. Oui, Monsieur le Président, M. Gorman. Dans la provenance des résidents existants, on regarde à gauche, on a ce que ça inclut et on voit, comme vous mentionnez, des villes comme Toronto, Montréal, Saint-Hyacinthe, Pointe-Claire, Sherbrooke. Est-ce que c'est parce que la famille demeure autour et que là, on admet cette clientèle-là, ou c'est vraiment le comité décisionnel qui vraiment qui décide là, que ces gens-là, ils ont droit parce qu'il y a une ouverture ou ils ont été mis sur une liste d'attente il y a longtemps. Comment ça fonctionne exactement? Monsieur le Président, Madame Ashley, comment que ça fonctionne exactement? C'est Champlain. Donc, la liste d'attente est gérée par la ligne de Champlain, qui est le CCAC. Eux décident, écoutez, c'est pas nécessairement les familles qui habitent proches. Il y a des gens qui veulent tout simplement être dans une maison de soins de longue durée qui n'est pas située en ville, qui est peut-être un peu plus accueillant ou un petit peu plus familier dû à l'entourage. Donc, si on est dans le temps de Toronto, ta vue est un petit peu moins belle que lorsque vous étiez à Hawkesbury. Pour ce qui est du Québec, pour être bien honnête avec vous, je ne sais pas comment ils font. Ce que je peux assumer, c'est que leur médecin pratique en Ontario, puis qu'une carte santé est faite. C'est la seule vraiment façon qu'on pourrait être admis dans les maisons de soins de longue durée. Mais nous, on connaît son adresse de provenance, donc on sait qu'il n'était pas nécessairement situé en Ontario. Puis ça, c'est vraiment relié à notre situation géographique. Donc, on sait que plusieurs médecins dans la région de Prescott-Russell traitent des gens du Québec. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher une carte santé. Et puis, une fois qu'on a la carte santé, on a un numéro de carte santé, là, c'est là qu'on est capable d'être subventionné par le ministère. C'est peut-être quelque chose qui ne préoccupe pas le ministère puisqu'il est situé à Toronto. Ils n'ont pas le même problème. Mais pour nous, lorsqu'on voit ça, on se demande, c'est quand même bizarre qu'une organisation qui est pleinement subventionnée par le ministère des Soins de longue durée accepte des gens de d'autres provinces. On ne peut pas discriminer les gens de leur provenance. Ça, c'est quelque chose qui est très clair par le ministère des Soins de longue durée. Donc là, c'est la raison pourquoi on voit des gens de Cornwall, Ottawa, Stittsville. Mais pour ce qui est des provinces ou du service interprovincial, écoutez, il y a différentes façons. Ça en est une. Puis nous, c'est pas nous qui choisissons. Puis comment je pourrais dire, les hôpitaux sont aussi souvent mis de l'avant. Donc, s'il y a quelqu'un du Québec qui est placé à l'hôpital général d'Hawkesbury, c'est extrêmement facile pour lui d'avoir une carte santé puis de se faire transférer à la résidence. Il devient crisis sur la liste, puisqu'un hôpital n'est pas un endroit à rester de façon prolongée, puis c'est pas conseillé non plus pour les personnes âgées. Donc là, à ce moment-là, ils prennent la décision de les transférer. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait adresser au ministère des Soins de longue durée dans des conférences. Merci beaucoup, M. Gorman. Moi, j'en avais une autre question qui n'est pas reliée à item 9, parce que j'avais oublié tantôt. Les employés à temps partiel ont-ils accumulé un petit peu plus d'heures? Ils ont-ils eu pendant le COVID, comme je suis certain qu'à la résidence, on a des employés à temps partiel, pour aider le manque à gagner des autres employés qui n'ont pas pu venir à leurs emplois? Est-ce que ça a été comblé par des gens à temps partiel? Donc, est-ce qu'ils ont été engagés à temps partiel 2 fois, comme plutôt ont cumulé 2 emplois à temps partiel pendant le COVID? Combien? On a-tu un montant? On a-tu...
Monsieur le Président, membre du Conseil, donc oui, ben, il y a des employés à temps partiel, c'est sûr, qui vont travailler un peu plus. Il y a des employés qu'on a décidé, nous, d'envoyer à la maison qui présentaient soit des risques à la contraction du COVID-19 ou qui étaient sous je sais qu'on a pris la même décision que les paramédics de donner là, un congé avec solde aux travailleuses qui étaient enceintes. Puisqu'on avait peu ou pratiquement pas d'informations par rapport je ne vais pas dire la condition médicale, là, mais par rapport à son état de santé et puis la COVID-19. Donc, on ne voulait pas prendre cette chance-là. Oui, il y a eu des employés qui ont eu des opportunités de faire plus d'heures. Toutefois, nous, c'était une restriction du ministère des Soins de longue durée. Au début, c'était une recommandation qu'on a suivie à la lettre. Puis après ça, c'est devenu une restriction, mais on l'avait déjà entamé. C'est que des employés ne peuvent pas travailler à 2 endroits. Donc, nous, on avait des employés à temps partiel. La majorité de nos occasionnels travaillent à l'hôpital général d'Hawkesbury, où il y en a quand même quelques-uns. On les a appelés, puis on les a contactés, puis on a dit, regardez, vous avez une décision à prendre, c'est soit l'hôpital ou la résidence. C'était pas des mises à pied, c'était juste puis ça a été déterminé là, avec le syndicat aussi, que c'était pas une mise à pied, qu'ils ne perdaient pas d'ancienneté, que c'était juste de façon préventive, puis on n'avait pas le choix de le faire. Puis que c'était pour devenir une restriction, puis c'est devenu une restriction. Donc, non, il n'y a pas des employés qui travaillent à 2 endroits à la résidence. Oui. Merci beaucoup. Autre question des membres du comité? On va éteindre notre... Monsieur Riopel? Oui. C'est juste, je dois quitter pour 10 heures, puis je pense que, est-ce que vous avez le quorum pareil avec M. Leroux qui est là? On va avoir quorum, oui. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il m'est arrivé d'autres engagements à la dernière minute. On va juste manquer le huis clos. Au revoir, M. Sarrazin. Merci. Merci, M. Sarrazin. Bonne journée. Donc, on va sortir de cette rencontre, mais on va revenir pour l'ajournement. Donc, on va aller à huis clos. Donc, on va sortir on va se rappeler sur un autre réseau, puis on se revoit.
Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui sont sur la Réunion comme visiteurs, on doit maintenant fermer la rencontre parce qu'on a des problèmes techniques dus à la capacité vidéo. Et donc, on prendra les dispositions nécessaires pour fermer la rencontre en bonne et due forme. Merci. Merci beaucoup.